Je vais déjà appuyer sur le bouton pour enregistrer des choses, ça sera bien, voilà. Donc pour la suite des conférences, nous avons ici Sébastien Delfino, dit Wenlock, qui est illustrateur, collaborateur à Dissident et aussi auteur de quelques systèmes de jeux de rôle, donc auquel je vais laisser la parole. Une petite seconde. Ouais. Je vais quand même leur dire bonsoir, puis tu enregistreras ce que tu veux. Donc bonsoir, cher public choisi qui est resté pour le 3e tour. D'abord, merci, je me sens moins seul. Je t'avais dit que je fatiguais. Oui, non, tu les as bien vus, je dois dire. On a jusqu'ici parlé beaucoup de scénarios, et là, ça va être la phase où on va foutre les mains dans le moteur. Moi, je vais vous parler essentiellement de technique et de mécanique. Notamment parce que le thème de ce que je vais vous raconter, c'est le bricolage et l'ingénierie ludique. Le système de jeu peut être extrêmement important. Et on va discuter un peu de comment on les conçoit, les systèmes de jeu, comment on les utilise. En particulier, je tiens à préciser que ce segment aurait dû être fait à deux, le deuxième étant Jérôme Garret. Alors, il y a des trucs, des fois, je vais m'arrêter pour vous dire, et là, Jérôme, il précise que, ou là, Jérôme, il insiste pour que je dise ça. Des fois, je ne serai pas d'accord, mais si je vous le cite, c'est parce que ça m'intéresse comme, au bas mot, comme début de discussion. Début parce que Jérôme a une bonne droite. J'avoue que ça joue. Non, il fait genre 2 fois mon volume, alors quand il dit un truc, j'ai tendance à être d'accord quand il est dans le rayon d'action. Je dirais des méchancetés aujourd'hui, mais vous serez prié de ne pas lui le dire et de ne pas lui filer la vidéo. C'est quoi déjà son adresse? Ça, c'est mal barre. Ce sera dans le compte rendu de la convention. Je te remercie. Quand les hommes de 90 kilos disent quelque chose, ceux de 50 000. Eh, Mais on n'est pas des balances, on dépend du prix. Bon, il y a plein de manières de concevoir des systèmes de jeu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthodologie. Ce n'est qu'une méthodologie. C'est une méthodologie de création appliquée au système de jeu, puisqu'il s'avère qu'une partie de mon boulot, c'est d'enseigner des méthodologies de création. Néanmoins, je précise encore une fois, ce n'est qu'une méthode. Une méthode, ça sert, dans un seul cas, quand vous n'avez pas mieux, quand vous n'avez pas spécialement d'inspiration, quand vous n'avez pas spécialement de références à utiliser qui peuvent faire le boulot à votre place sans que vous ayez besoin de réinventer la roue. Dans tous les cas où vous avez un doute, et dans tous les cas où vous avez besoin d'organiser un truc, et ça va arriver souvent en système de jeu, vous allez avoir besoin de méthodes. Notamment, l'inspiration, c'est extrêmement utile. Ça peut vous permettre de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire quelques minutes avant. Mais ça ne s'organise pas, l'inspiration. Ça jaillit en vrac, c'est extrêmement chaotique, et ça permet pas d'organiser, comme devrait l'être, une mécanique de jeu. Donc, quand on crée une mécanique de jeu, il va falloir à un moment ou à un autre trier tout ce qu'on a inventé, garder les pièces qui marchent vraiment, et les emboîter les unes dans les autres. Pour ça, il faut qu'on sache très précisément ce qu'on veut effectivement foutre avec cette mécanique de jeu. Et la base d'une conception de système, c'est donc d'établir ce qu'on appelle des objectifs ludiques. Qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse? Et la base de ces objectifs ludiques, c'est le genre narratif, en tout cas pour nous en jeu de rôle. En fonction du genre de jeu que vous produisez, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de fonctions disponibles dans le système. Et ces fonctions, elles sont globalement toutes les actions vraiment intéressantes que vos joueurs vont faire, qui vont être centrales, qui vont posséder un enjeu, qui vont posséder un risque et un danger. Ça, il faut que ce soit prévu par le système de jeu. Éventuellement, vous pourrez avoir des situations où, pour des jeux extrêmement narratifs, l'aspect ludique devient extrêmement réduit. À ce moment-là, votre objectif ludique, ce sera de pas faire chier les joueurs avec vos conneries. Je précise, là, en quart Jérôme Garret, il y a ce qu'il appelle une règle 0 de conception de système de jeu, et des systèmes de jeu dans leur ensemble, d'ailleurs. C'est si on ne peut pas faire un truc qui est plus intéressant que de donner la solution aux joueurs. Par exemple, je veux taper le vilain baron. Ok, tu mets un pain au vilain baron. Si vous n'avez pas mieux que ça à leur offrir, ce n'est pas la peine de faire une règle. Si il faut faire un jet de compétences pour taper le vilain baron, alors que ce jet de compétences est une importance, qu'on ait quelque chose à perdre, à gagner, que votre personnage puisse se mettre en danger, puisse à un moment générer un challenge par ses actions. Simplement, le scénario lui-même le fout face à un challenge. Mais si vous n'avez pas mieux
que la solution toute comme qui est « ok, tu veux ça, tu le liras », c'est pas la peine de mettre une règle. Et ça devrait être la base de tous les systèmes de jeu. Si vous ne pouvez pas faire mieux que sans règles, ne faites pas un putain de système de jeu. Alors, ça pourrait paraître une évidence, encore une fois, mais c'est une évidence que manifestement, tous les créateurs de systèmes n'ont pas envisagé avant de s'y mettre. Des fois, on fait des trucs extrêmement compliqués, et alors souvent simulationnistes. Je vous préviens, je vais dire beaucoup de mal du simulationnisme, pour des tas de raisons, que j'expliquerai au fur et à mesure. Mais le simulationnisme, vouloir simuler une réalité, c'est pas forcément un des buts du jeu de rôle. Ça peut être un sous-produit, mais le but du jeu de rôle, c'est de s'amuser en racontant des histoires. Si ce que vous faites ne génère pas d'histoire et ne génère pas de plaisir, de jeu, de défi, de challenge, c'était pas la peine de le faire. La vraie question qu'on devrait se poser quand on crée un système de jeu, c'est pas de savoir quel dommage vous prenez quand vous tombez d'un cheval en armure lourde, c'est de savoir si c'est important que ça fasse mal, à ce moment-là, et qu'est-ce qui va se passer autour. Autrement dit, on ne tombe de son cheval en armure lourde que si on est poursuivi par les orques. Les autres fois, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'enjeu, on ne le fait pas. Ce qui nous amène à un deuxième principe qui est quand est-ce qu'on va engager le système de jeu. Pendant une partie de jeu de rôle, on ne fait pas tout avec le système de jeu. Il y a beaucoup de parts de narration et de dialogue qui se déroulent sans le système de jeu. Généralement, on dit qu'on ne touche pas les dés. Bon, il y a un tas de systèmes qui fonctionnent sans dés. Mais on n'utilise pas le système de jeu pour tout et n'importe quoi tout le temps. Le système de jeu, il doit motoriser les challenges. C'est ça sa fonction essentielle. S'il n'y a pas de challenge, ce n'est pas le moment du système de jeu. C'est un accélérateur de jeu, le système. C'est pour ça que généralement on parle de moteur. D'ailleurs, c'est souvent le terme que je vais employer, parce que je préfère très largement la notion non seulement de système, mais aussi la notion de règle. Quand on parle de règles de jeu, la conception la plus fondamentale, c'est que ça permet des choses et ça en interdit d'autres. Une règle de jeu, elle ne peut pas se permettre de se... Elle ne peut pas, de se contenter de dire ce qui est possible et ce qui n'y est pas. Une règle de jeu, elle devrait raconter, ou en tout cas proposer comment ça va être possible et comment ça va être intéressant. Et pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'on puisse se casser la gueule. Il faut que cet éventuel cassage de gueule ait des conséquences sur l'histoire. Et si on peut réussir, il faut que cette réussite, elle apporte de l'histoire elle-même. Je consulte mes notes rapidement pour être sûr de ne pas dire de conneries, mais, et de ne pas tout oublier, quand on établit des objectifs ludiques, il faut savoir ce qu'on veut donc produire pendant le jeu. Alors là, je vais prendre un exemple que je prends très très souvent. Si vous décidez de faire un jeu de KPDP, il faut au moins que votre système il propose des moyens plus intéressants que la règle 0 qui n'est pas de règle, tant pis, pour, au bas mot sur les KPDP, pouvoir sauter d'un cheval sur une diligence en marche, se battre à l'épée d'une manière qui soit fluide, rapide et intéressante. Alors quand je dis intéressante, c'est pour le coup tactique, si on est sur du combat. Si on était dans un film de série B où le but c'est de massacrer des zombies, ce qui va être intéressant dans le système de combat, c'est que ça fasse des gros dommages et qu'on ait l'occasion de décrire des morceaux qui volent. Ça peut être un vrai enjeu ludique. Ça se tient, hein, ça peut être un vrai choix. Et pour en revenir à notre histoire de KPDP, parce que c'est un roman de KPDP, on va avoir besoin de sa part romantique, on va avoir besoin de relations sociales, non seulement de la possibilité pour Milady de manipuler les pauvres mousquetaires, mais aussi pour les mousquetaires de tomber amoureux de Milady et de le gérer. D'avoir des grands élans de passion, d'avoir des idéaux et de se prendre les pieds dedans. Sinon, c'est pas une histoire de KPDP. Si on fait de la SF, on peut évidemment modéliser la SF de plein de manières, mais il y a plein de genres en SF. Mais mettons qu'on parte vers du space opéra. En space opéra, vous avez au bas mot besoin d'un moyen de voyager dans l'espace. Et que ce moyen soit intéressant, c'est-à-dire que si vous avez un vaisseau spatial, ce soit intéressant d'être dedans, ce soit intéressant de faire joujou avec, que ce soit vraiment très douloureux pour vous quand il se fait niquer un propulseur par un astéroïde, et qu'en plus, par ce biais, par ce vaisseau spatial, vous ayez accès à tout un tas d'histoires. Qu'à chaque fois, vous puissiez aller de la planète qui était le chapitre 1
et la planète qui sera au chapitre 2. Et qu'entre les deux, il soit vraiment passé des trucs. Sinon, règle 0, vous êtes arrivé. Point barre. S'il n'y a pas d'enjeu, on ne fait pas chier avec le système. Globalement, ce système de jeu, vous pouvez le déduire de ce que vous êtes de ce que vous avez l'intention de faire comme genre de jeu, en faisant un petit peu d'analyse fonctionnelle, en vous demandant qu'est-ce que mes joueurs vont faire le plus souvent, qu'est-ce qui va être le plus intéressant qu'ils fassent, et qu'est-ce que je voudrais que ça produise comme conséquence dans le jeu. Je prends un exemple beaucoup plus concret. Si vous avez un système de combat, vous pouvez le paramétrer de plein de manières. Vous pouvez avoir un système de combat dit épique, où des protagonistes super balèzes et la gueule à des armées d'orques. Si c'est ça que vous voulez faire, vous ne faites pas chier avec les points de vie. Si vous commencez à mettre des points de vie, et si on peut arriver à 0, il y a un moment, vos héros épiques ils vont tomber. C'est mécanique, vous l'avez voulu comme ça. Si à l'inverse, vous voulez du gritty, et si vous voulez que deux types avec un couteau et une pelle rouillée mettent 2 heures à s'entretuer, que ce soit, qu'il y en ait dans tous les sens, faites un système avec une gestion des dommages hyper précise, tu t'es pris une coupure, ouh là là, j'espère que tu as ton jet anti-tétanos, etc. Il faut que vous donniez de l'ampleur aux éléments que vous voulez mettre en scène, dans le sens où vous vouliez les mettre en scène. Notre système de combat, il peut aussi être extrêmement tactique. Si c'est un jeu où on va jouer que des militaires, il faut que le fait de jouer un militaire, ça fasse une différence par rapport à l'infirmière à la fois où elle se défend avec sa paire de ciseaux contre le vilain. Si vous voulez un système qui soit purement narratif et où pourtant il y aura du combat, il faut que le combat il se résume à dire qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, raconte-moi pourquoi ta parade elle passe, raconte-moi pourquoi ton attaque elle échoue, etc. On revient vers de la narration. Mais la narration, ça peut être déjà du système de jeu, à partir du moment où, bas mot, le système ne fait pas chier, et où vous allez motoriser cette narration. Alors je vais vendre pour le coup la soupe de mon voisin. Apocalypse World est un jeu qui est conçu comme ça. Le système de jeu produit de la narration et uniquement de la narration. Il n'y a pas beaucoup de challenge, il n'y a pas beaucoup de défis techniques, il n'y a pas beaucoup de complexité mécanique. On n'en a pas besoin, on est là pour raconter l'histoire. Je peux faire une toute petite intervention? Vas-y. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Apocalypse World, au niveau des règles, c'est con comme la lune, c'est 2d6, on rajoute une stat et on doit battre 7. Point barre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il dit clairement dans quelles circonstances, dans la fiction, donc toujours cette idée qu'il y a une fiction qui est un terrain en jeu, quand les personnages sont dans telles circonstances, on doit lancer les dés. Et quand on lance les dés, ils vont dire ce qui va se passer après, concrètement dans la fiction. Ils ne vont pas juste dire si on va rater ou réussir. Ils vont dire, on doit choisir entre je dépense des munitions ou je rate mon coup. Ou on doit choisir entre il fait ce que je lui demande mais il n'est pas content, ou il ne fait pas ce que je lui demande et il s'en fout. Il y a des choses qui se passent, les règles se déclenchent par rapport à des trucs qui se passent autour des personnages et pas des joueurs, et provoquent des trucs autour des personnages et pas des joueurs. Un coup raté, c'est pas juste perdre des points de vie, c'est aussi être au sol. Il le dit, les règles le disent, et votre personnage tombe par terre. Voilà. Juste ça. Et pour finir sur ce que ne doit surtout pas faire un système de jeu, déjà parlé de faire chier, un système de jeu ne doit pas produire de situations qui ne sont pas intéressantes. On utilise régulièrement l'exemple de la porte fermée. Si vous avez un indice, un trésor qui est de l'autre côté de la porte fermée, votre système de jeu risque de produire le fait que le crocheteur du groupe va y passer 2 heures, qu'il ne se sera rien passé, que tout le monde se fait chier. Cette règle ne devrait pas exister. Il y a plein de solutions à ça. Il y a plein de mécaniques possibles pour gérer ça. Mais si votre règle risque de produire rien, elle ne devrait pas exister. Elle n'aurait même pas dû venir. Voilà, ça c'est la base. Vous avez besoin de savoir, pour concevoir un système de jeu, très exactement ce que vous avez l'intention de produire comme jeu, à quel moment vous aurez besoin d'accélérer le moteur ludique, à quel moment vous allez avoir besoin que le système soutienne vos actions et qu'il se passe des trucs plus intéressants parce que vous avez jeté les dés que parce que vous ne les avez pas jetés. Et vous avez besoin de savoir quand elles doivent disparaître parce qu'elles risquent d'être au mieux nuisibles. À partir de là, pour monter un système de jeu,
Il y a tout plein d'options. Mais généralement, quand on fait de la créa, on commence par se documenter. Des systèmes de jeu, il y en a plein. Plus vous en lirez, plus vous en maîtriserez, plus vous verrez ce que ça fait, plus ce sera facile pour vous d'imaginer ou simplement de repomper ce qu'on peut faire de bien avec un système de jeu. On n'est pas obligé d'inventer la roue quand on fait du jeu de rôle. On n'est pas obligé d'inventer la roue quand on fait quelconque forme de création. L'originalité, c'est pas une fin en soi. Généralement, c'est un byproduct. C'est un truc auquel on est arrivé par hasard en essayant de faire un truc bien. Il s'est avéré qu'il était original. Coup de bol, c'est ça en plus, on pourra s'en vanter, mais ça sert qu'à ça l'originalité, ça sert qu'à s'en vanter. En tout cas pour un système de jeu. Essayer de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant, c'est prendre un risque extrêmement simple qui est de s'aventurer sur un territoire où, si les gens n'y vont pas, c'est sans doute parce que le terrain est pourri. Quand certaines choses n'existent pas en jeu de rôle, quand c'est un truc qu'on ne fait jamais, il y a souvent une raison. Ça peut être que c'est très difficile à faire. Auquel cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire que vous avez intérêt à prendre des bagages et à vous armer correctement. Mais souvent, ça veut juste dire que c'est pas intéressant, ou juste pas faisable. Néanmoins, il n'y a pas grand-chose qui soit réellement pas faisable en jeu de rôle. Et quand on commence à explorer un peu ce qui se fait déjà en système, vous apercevrez vite que beaucoup de choses ont déjà été faites. Il y a très peu de limites. Et quand vous inventerez des règles, si ça vous intéresse d'inventer des règles, en tout cas j'espère que c'est pour ça que vous êtes venus, parce que c'est de ça qu'on va poser. Hein. Sinon c'est le moment de vous enfuir. Non? Ok. Quand vous inventez des règles, vous pouvez profiter d'une énorme littérature. Et quand je dis une énorme littérature, c'est qu'elle va beaucoup plus loin que ce qui existe simplement en jeu de rôle. Il y a des tas de bouquins sur le game design. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en conseiller une série, mais il y a des tas de concepts de game design appliqués aux jeux vidéo, appliqués à tout un tas d'autres choses, ou aux jeux de plateau, qui sont utiles dans des jeux de rôle. Il n'y a pas de raison pour que le jeu de rôle s'arrête à la conception habituelle qu'on a d'un bouquin en papier où on va jouer avec des dés. Un jeu de rôle, ça peut prendre des formes tout à fait différentes en termes de moyens ludiques et de supports ludiques. Vous avez des jeux de rôle avec des jetons, vous avez des jeux de rôle avec des cartes, vous avez des jeux de rôle où il n'y a ni jetons ni cartes, mais il y a des espèces de tableaux. Vous avez des jeux de rôle où on fait tomber des silhouettes avec des fléchettes. On peut absolument tout faire, il n'y a pas de limite technique à ce que vous pouvez inventer. Et la seule, elle n'est pas vraiment technique, elle est purement pratique. C'est est-ce que vous serez capable de le mettre en forme. Et là encore, sur la mise en forme, j'ai lancé tout à l'heure un défi à mon camarade, on verra s'il arrive à le résoudre, c'est de faire un jeu de rôle avec un poisson rouge et une gomme, comme système de résolution. C'était une connerie comme ça, il m'a dit j'accepte le défi, donc, on va lui démarrer. Ne tente pas, c'est une nuance. Mais on peut utiliser des tas de choses. Il y a quelques années, j'ai conçu un système de jeu où on utilisait un crayon. Pas comme système de résolution, mais pour mesurer l'état de son personnage. La pointe, la mine, donnait l'énergie de votre personnage et sa capacité d'action, et la gomme, par système de levier, vous disait à quel point il est dans la merde, à quel point il est tendu, à quel point il prend des risques. On peut faire des trucs beaucoup plus variés que ça. On a réussi à faire tenir des jeux de rôle entiers, j'arrive, sur des cartes, sans qu'il y ait besoin d'aucun bouquin de règles. Ça peut marcher. Votre histoire avec le crayon, là, c'est quoi? C'est vous changez le centre de gravité, en fait, pour définir? Non. Le personnage était défini par deux jauges. Vous avez une jauge d'énergie et une jauge de tension. Plus tu dépenses d'énergie pour agir, plus ta tension monte. Et donc, on foutait le crayon au milieu. Et quand vous tapiez dans l'énergie, ça faisait monter la tension. Vous posez sur la fiche. Tu posais ton crayon sur ta fiche. On peut faire des trucs... on peut faire des trucs avec des jetons, on peut faire des trucs avec des machins en carton. Il n'y a absolument aucune limite. Je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Black Market. Black Market, c'est une énorme boîte de jeux de space opéra, où dedans vous avez des tas de petits pions de couleurs, vous avez des tas de cartes, etc. Si certains d'entre vous ont touché à Warhammer 3, Warhammer 3, quand on déballe, ça a l'air d'être un jeu de plateau. Il paraît que c'est encore du jeu de rôle. J'ai pas encore vu beaucoup de gens l'utiliser efficacement comme du jeu de rôle, mais on peut avoir des tas de petites cartes, des tas de petits tokens, des tas de petits trucs. On peut se permettre, en représentation, en modélisation
d'une mécanique de jeu à peu près tous les supports possibles. Il n'y a pas de raison pour qu'on se limite. Un système de jeu devrait pouvoir tourner avec une seule pièce qu'on tire à pile ou face. C'est déjà un système de résolution. Un des systèmes que j'utilise le plus couramment en convention, je n'ai pas envie de me faire chier à créer des persos pendant de plombes et que les joueurs ont envie de jouer maintenant, c'est si vous savez le faire, ça marche. Si vous ne savez pas le faire, ça ne marche pas. S'il y a un doute, on tire à pile ou face. C'est bien un pile ou face, c'est une probabilité d'1 sur 2. J'entends, s'il y avait un vrai doute, au bas mot, ce vrai doute, il est 1 sur 2. Si vous avez 70% de chance de réussir, on peut dire que vous savez le faire, quoi. Et c'est fait. Inversement, vous avez des systèmes de jeu qui ne fonctionnent qu'avec un ordinateur, un projo et tout un tas de systèmes électroniques pour pouvoir fonctionner. Sinon, c'est imbitable. C'est pas honteux non plus. Ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de bien et de mal en la matière. Il y a si ça marche. Par exemple, vous avez de plus en plus aujourd'hui de supports électroniques pour faire du jeu de rôle. Il y a des jeux où le meilleur moyen de créer sa fiche de perso, c'est de remplir un formulaire en ligne. Pourquoi pas? On sait le faire. Ouais, mais à ce moment-là, si c'est la machine qui vient, on perd un peu le côté aléatoire du dé, du crayon qui descend. Enfin, non, là, c'est encore assez linéaire, mais le gros avantage de la plupart des jeux de rôle à dé, c'est qu'il y a une part, on va dire, un facteur, entre parenthèses, chance, qui vient s'ajouter, que la machine n'arrive pas à recréer de manière... Un générateur aléatoire, ça existe sur l'immense majorité des ordinateurs. Je les connais, je les code. Ouais. Je sais que c'est pas vraiment aléatoire. Non, c'est pas vraiment aléatoire, c'est pas vraiment complètement hasardeux, puisqu'il n'est capable de produire que des chiffres qui ont déjà été rentrés dedans, dans une certaine logique, selon certains algorithmes. Mais ça suffit largement pour faire du jeu de rôle. Si vous n'êtes pas capable de prédire le résultat des dés, alors ça suffit pour faire du jeu de rôle. Ça suffit pour jouer, ça suffit pour qu'il y ait le risque de perdre ou de gagner. On n'a pas besoin d'avoir un truc qui est plus probable. Je pense qu'on retrouve bien un petit malin qui s'y connaît un peu en algorithme. Mais de toute façon, pour Oui. traduire, Mais ça s'appelle tricher. Ça, si tu veux, on peut prendre le temps d'établir, après la règle 0, la règle 1, c'est que si on met une règle, c'est pour la respecter. Sinon, il aurait mieux fait de pas venir. Au passage, vous pouvez le gérer de plein de manières, mais moi, quelqu'un qui triche à ma table, il ne revient pas. Généralement, il n'a pas le temps de finir son Banga. Parce que si on joue ensemble, on joue selon le même référent et selon les mêmes principes. Et moi, par exemple, je montre mes dés à mes joueurs. Je joue sans écran. Ils voient mes jetons, puisque j'utilise un système avec des jetons. Ils voient mes jetons, ils voient mes dés. Et on peut même bâtir une histoire et bâtir un challenge spécialement s'appuyant là-dessus. Chez moi, la pile de jetons, je vous ai vu, je reviens vers vous juste après. Chez moi, la pile de jetons représente la puissance d'un personnage. Quand je pose une putain de pile de jetons, je suis obligé de prendre un plateau pour la porter sur la table et que j'annonce à mes joueurs. Ça, c'est méchant. Généralement, il y a beaucoup plus de joueurs qui vont faire « Ok, je fuis. Ok, je me cache. Je me cache derrière lui. Bon, pendant qu'il fuit, moi, j'attaque dans le dos, alors. » Il y a moyen de manifester les choses et de l'utiliser. Il y a moyen de faire peur aux joueurs à partir du moment où ils savent que la mécanique va être réellement utilisée, où on ne les sauvera pas, d'une manière que vous ne pourrez jamais produire, à partir du moment où ils s'imaginent qu'au pire, le MJ sauvera leur mouille. Ça ne devrait pas exister comme ça. Quand on joue, on prend le risque de perdre. Et à chaque fois qu'on joue, on devrait prendre le risque de perdre, c'est ça qui est intéressant. Et donc je vous renvoie à la règle 0. Si on prend le risque de perdre, il faut que perdre reste intéressant. On ne se retrouve pas coincé derrière la porte. Mademoiselle. prédire, c'est pas forcément un mal, parce que, en fait, ça veut juste dire qu'on s'arrête à la partie avant qu'on lance le jet de dés, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine que je perde? Parce que cette action vaut la peine que je risque le fait de me prendre une lance en pleine poitrine. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un risque. Mais le fait de savoir que le risque, c'est de toute façon on va mourir, n'empêche pas le fait de faire l'action quand même. On peut quand même décider que même si, en sachant que de toute façon ça va se produire, parce que le système est fait de telle façon qu'à ce point-là, si je fais encore une action, mon crayon monte à la verticale et du coup je vais forcément mourir, ça n'empêche pas de décider de le faire quand même, parce que ça peut avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la narration. Et ça peut même avoir, alors là, moi je parle moins de narration, mais ça peut même avoir un intérêt ludique. On peut avoir un système de jeu qui est basé sur les sacrifices. Il n'y a pas de jet de dés, mais si vous voulez obtenir quelque chose, il va falloir que vous sacrifiez quelque chose. Ça existe et ça fonctionne. Vous parliez de système alternatif, on avait un système avec une tour de Jenga, le principe c'était qu'il fallait prendre des trucs en bas et les remettre par-dessus. On pourrait aussi balancer en bas la tour et puis dire ok, ma prochaine action réussit forcément, quoi que je fasse je réussis, mais je meurs juste après.
Par Et exemple. il y a quand même des gens qui, pendant la partie, on pourrait penser que tout le monde essaye au contraire de ne pas faire tomber la tour, mais il y a quand même des gens qui balançaient la tour en bas et qui disaient ok, maintenant mon personnage fait le sacrifice ultime de sa vie pour sauver le reste de l'équipage. Bien sûr. Et on peut même faire de ça un système de jeu. Alors, le réduire au sacrifice. Vous voulez faire un truc, vous voulez gagner un truc, vous allez perdre un truc. C'est tout à fait possible. J'écoute depuis un moment. Oui. Je me posais la question si en réalité, par le système de jeu, ce n'est pas juste une question de négociation entre joueurs d'un jeu ou même simplement entre les personnes qui sont autour d'une table de jeu. Alors, Si c'est pas un problème de négociation. donc là on va tomber sur la notion de contrat social. Je suis complètement pour. Le problème c'est que c'est pas forcément du système de jeu. Le système de jeu participe du contrat social dans la mesure où quand vous asseyez à la table de jeu de Bob qui mène du D&D, vous savez que vous allez jouer à D&D et que vraisemblablement vous acceptez D&D, voire éventuellement la version D&D de Bob. Mais normalement, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'emmerde à votre table et que vous avez modifié le système de jeu que les joueurs pensaient connaître avant de s'asseoir, vous les prévenez. Alors moi je vous préviens, je n'utilise pas la règle de bonus des armes, parce que c'est chiant. Si ça ne leur plaît pas, ils peuvent se barrer. Ils peuvent essayer de négocier un peu. Mais dans tous les cas, il y a toujours une part de contrat social autour du système de jeu, puisqu'on s'accorde à l'utiliser. Par contre, si on met un système de jeu, c'est peut-être le truc que je disais avant que vous arriviez, je sais pas, c'est possible. C'est le système de jeu, il produit plus, sa seule justification, la seule justification de son existence même, c'est qu'il produise des trucs plus intéressants que si on se mettait simplement d'accord sur le système. Et que quand je veux mettre un pain au baron, on me dit ok, tu mets un pain au baron. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc le système, devant motoriser l'action, devant motoriser les challenges, essentiellement, devrait notamment prendre en compte deux trucs. Il faut que le MJ comprenne ce qu'il va devoir gérer. Et alors, ça peut paraître une évidence, mais manifestement, tous les systèmes de jeu n'y pensent pas. Si certains d'entre vous ont joué à Polaris, je ne parle pas des trucs où il y a des nobles tristes dans les glaces, mais je parle du truc où on joue dans des sous-marins, voilà. Si vous avez joué à Polaris et qu'un jour, vous avez eu envie de tirer même pas grand-chose, j'allais dire un missile, mettons une torpille sur un autre vaisseau qui vous suit dans un canyon, ça va être une chierie. Et ce sera pas drôle du tout. Ça veut dire que toutes les règles de gestion des torpilles dans Polaris, elles devraient même pas exister. Elles n'auraient pas dû venir. Quand je disais tout à l'heure qu'un système de jeu ne devrait jamais produire quelque chose d'inintéressant, prenons un exemple, genre Warhammer, édition 1 et 2. Vous avez, quand vous êtes plutôt bon, 40% de chance de réussir le truc dans lequel vous êtes le meilleur. Et comme c'est un jeu où on se bastonne beaucoup, vous avez des combats qui consistent à faire je rate, il rate, je rate, il rate, je réussis, il tente sa parade, il réussit sa parade, il ne se passera encore rien ce tour-ci. Je rate, il rate. Si c'est votre conception à vous de ce que c'est qu'un combat bondissant, parce que je vous rappelle que quand même dans sa définition de base, Warhammer était un jeu de capé d'épée. On a la Renaissance, on a des épées et des pistolets, on court la nuit à cheval à travers la lande, on combat des monstres, et éventuellement on peut enlever des princesses, avoir des problèmes moraux et être corrompu par le chaos. C'est un jeu de capé d'épée avec du chaos. Je ne dis pas le contraire. Mais normalement, dans un jeu de capé d'épée, s'il y a un type qui sort une rapière, il faut qu'elle bouge vite et qu'elle plante en faisant mal. Éventuellement en faisant pas de sang, en faisant juste le mou qui s'écroule en faisant ah. Et ça, c'est la fin du combat. Mais si on doit passer 3 heures à gérer le combat, alors qu'on voulait un truc bondissant, c'est qu'on a raté son système de jeu. Inversement, il y a des gens, il y a non seulement des joueurs, mais des concepteurs, il y a un vrai public pour les systèmes de jeu prise de touche. Sinon, on ne serait jamais arrivé à autant d'éditions de Rollmaster. Et je me moque pas de Rollmaster. Rollmaster, en plus, il annonce la couleur, en disant, c'est le jeu où le poids de votre épée et le poids de votre armure ont une incidence sur votre capacité d'esquive. Ok ? C'est le jeu où, si vous tombez de votre cheval en armure lourde, vous vous faites plus mal que si vous étiez à poil. Après, ça dépend de la hauteur de l'herbe, mais vous inquiétez pas, il y a une table. Mais ça peut être un choix. Moi, j'ai joué à Rollmaster pendant des années avec des gens qui s'éclataient avec ça. C'est pas grave. Moi, j'allais lire des BD pendant les combats. Je tirais ma flèche et puis à tout à l'heure, quoi.
Il n'y a pas de raison que eux, ils s'amusent pas à calculer des fractions ou pourcentages pendant des heures si c'est leur bint. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et Rollmaster, heureusement, maintenant, tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Pourtant, dans le discours de votre collègue d'avant, il faut ramener le joueur. Ah oui. Et ça, le problème, c'est qu'on est dans un cas un peu particulier où un joueur accepte de subir certains éléments du jeu parce qu'il y en a d'autres qui l'intéressent. Vous voyez, moi, quand je jouais à Rollmaster, j'attendais que le combat finisse et qu'on reprenne la diplo. Mais tant que la diplo était bonne, ça ne me gênait pas d'aller bouquiner entre-temps. En tout cas, Rollmaster n'est pas un système honteux, ce n'est pas un système raté. Par ailleurs, c'est un système relativement cohérent. Il est compliqué pareil partout. C'est un jeu pour les gens qui aiment les trucs compliqués. Mais il y a des fans pour la complication. On est quand même dans une école polytechnique. Ça arrive que les gens aiment ça. Moi, des fois, j'aime les trucs compliqués. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une allumette, poser sous une autre allumette sans faire bouger l'allumette numéro 1. C'est déjà long et chiant. Il y a des gens qui ont inventé le Mikado. Il y a un goût pour la complexité. Parce que la complexité, parfois, c'est le challenge. Parfois, non. Parfois, c'est juste prise de gueule. Ça ne devrait pas être prise de gueule à mon système de jeu, mais ça peut être complexe, si c'est ce qui vous intéresse, et en tout cas, ça doit produire du challenge. Pour revenir à dire du mal sur Warhammer, parce que c'est une de mes activités secondaires préférées, Warhammer est un jeu où on va donc échouer énormément. Et ces échecs ne vont jamais, ou presque jamais, produire de conséquences. Notamment parce qu'en combat, le mec d'en face, il échoue autant que vous. Donc déjà, 80% des actions d'un combat à Warhammer, elles font rien. Alors je vous renvoie à la règle numéro 1, et après la règle 0, il faut que ce soit mieux que si on avait décidé que ok c'est fait, qui est, il ne faut pas que ça puisse produire, que ça puisse seulement produire du rien. Et une règle de jeu qui a globalement 80% de chances de produire rien, elle ne devrait pas être là. À ce moment-là, il faudrait décrocher le système. Si vous commencez à décrocher les bouts qui produisent rien dans Warhammer 2, il ne va pas rester grand-chose. Il va rester un système de carrière qui est extrêmement intéressant parce qu'il produit des trucs à tous les coups. Vous faites des choix, ces choix vous ouvrent des possibilités et vous en ferment d'autres, ce qui veut dire que votre personnage va visiblement évoluer devant vous. Ça le produit à tous les coups. Ça peut rester. Le système de combat peut partir. Sébastien, je me permets juste de te faire remarquer l'heure. Si on veut laisser un petit peu de temps pour les questions. La vache! Alors, juste pour vous situer, je suis arrivé à peu près au point 2 de ce que je voulais dire. Il y en avait 4. Alors, je vais vous résumer, je te remercie, je vais vous résumer les points suivants en très peu de choses. Et là, on était tout plouf. On travaille sur du virtuel quand on fait du jeu de rôle. Il n'y a pas de limite de budget. La seule limite, c'est ce que vous pouvez modéliser. Donc, n'hésitez pas à voir, si ça vous intéresse, des règles qui permettent de gérer des batailles dantesques. Le tout, c'est qu'elles ne fassent pas chier. Et on est capable aujourd'hui de faire des systèmes de jeu qui sont capables de zoomer plus ou moins loin dans la bataille. Je vais parler beaucoup de combats, je parlerai d'autres trucs à un moment, je vous le promets. Et qui permettent à une poignée de joueurs, en l'occurrence une poignée de protagonistes joués par les joueurs, en milieu d'une bataille, d'avoir une petite influence, parfois purement décimale, mais une influence sur la bataille qui se déroule autour d'eux. On sait faire des systèmes de bataille qui génèrent des scènes et des situations tactiques nouvelles pour le sergent et le jeune piquier qui sont au milieu de la bagarre. Parce que c'est eux qui nous intéressent, c'est eux les protagonistes. Mais on est aussi capable, depuis bien longtemps, de faire des systèmes de relations sociales qui sont intéressants, qui sont parfois très complexes, qui sont parfois très fluides. Il y a plein de possibilités, ça dépend de vos objectifs ludiques. Mais si vous faites un jeu social, et alors là je vais vous surprendre, genre cyberpunk, un jeu où on pose à des gens, et où on a des contacts, et où on achète des trucs, et où votre réputation joue énormément, on devrait avoir des règles de gestion de contact et de la sociabilité, à quel point vous connaissez du monde, et qui permettent de mettre vraiment en œuvre ça de manière intéressante. Il n'y en a pas? Alors, Mais non, Sommaire.
c'est plutôt sommaire. Si c'est en gros, si c'est un élément important de votre jeu et de votre histoire, il faut que ce soit un élément important du système. Et quand je dis important, ça ne veut pas dire un gros bout complexe, ça veut dire un bout qui marche et qui le met en valeur. C'est à ça que ça sert un système de jeu. C'est à mettre en valeur les actions des joueurs. Il y a deux autres choses dont je vais vous parler, je vais tâcher de les faire en pratiquement une phrase chacune. Il y en a une, c'est pré-tester. Je vais la refaire, pré-tester, 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 pré-tester. Si vous voulez qu'un système de jeu marche, il faut le tester. Les bagnoles, ils n'ont pas le droit d'aller sur la route si elles n'ont pas été testées. Les systèmes de jeu, ils peuvent être testés très tôt, c'est-à-dire à l'instant où ils sont utilisables. Utilisable, ça ne veut pas dire jouable. C'est-à-dire que vous pouvez tester vos concepts. Si vous décidez de faire un jeu sur le mensonge chez les politiciens, à partir du moment où vous avez trouvé un moyen de gérer le mensonge, de manière ludique, avec un challenge, vous pouvez commencer. On s'occupera plus tard du système de gestion budgétaire, du système pour sauter les secrétaires, ou des moyens de cacher les trucs aux médias. Vous pouvez pré-tester très tôt un système de jeu. Vous pouvez valider vos principes très tôt dans un système de jeu, dès que c'est utilisable. Je signale entre parenthèses que ceci est un ajout de Jérôme Garret. Ensuite, votre jeu il va devenir jouable, c'est-à-dire qu'on pourra faire des parties complètes avec, on peut faire des playtests avant que ce soit jouable. Ensuite, votre système il sera rodé, et là vous pourrez faire jouer des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, et qui n'ont rien à foutre du playtest. Et à ce moment-là, vous pourrez découvrir, en tant que créateur de jeu, des trucs nouveaux. Qu'est-ce qui plaît aux gens qui ne sont pas mes potes et qui ne font pas partie du processus créatif. Et enfin, vous pourrez commencer à envisager de publier le truc, ce qui nous amène au dernier point que je voulais mentionner. C'est très difficile de transmettre un système de jeu. Ça nécessite une vraie réflexion sur la transmission même des règles. C'est pas juste leur rédaction. Car en réalité, je tiens à vous signaler un truc qui scie les pattes à chaque fois que je le dis, alors que c'est pourtant une évidence. La plupart des joueurs ne découvrent pas un jeu en le lisant. Ils le découvrent assis à la table des bébères, et c'est Bébert qui leur explique. Il est tout de même surprenant, étant donné que c'est le cas le plus courant, qu'on n'ait pas encore trouvé le moyen, en tout cas de produire du matériel, pour que vous puissiez transmettre du matériel, des règles de jeu à vos joueurs, le mieux possible, c'est-à-dire, je ne sais pas, un petit PowerPoint. Ça ne coûte pas grand-chose un petit PowerPoint. Qu'on fasse des petits sets qui rappellent c'est quoi les règles de base. Mais on pourrait faire plein d'autres trucs. On pourrait faire des petites vidéos explicatives. Il s'avère que, de toute façon, la majorité des joueurs d'un jeu l'ont pas lu. Ils n'ont pas besoin. De toute façon, ce qui les intéresse, c'est les règles qui concernent leur perso. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des systèmes de règles qui sont séparés par perso? Vous me direz, Donjons et Dragons, ils ont fait ça. Ouais, ils ont fait ça avec des extensions. Mais normalement, si vous êtes un joueur qui joue un diplomate, on ne va pas vous faire chier avec le système de combat. Jamais. Parce qu'au moment où le combat commence, c'est que vous avez raté. Notez qu'on en revient à, des fois, il se passe un truc intéressant quand vous ratez. Une autre partie du jeu se met en route. En tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur la transmission. Si vous ne savez pas transmettre correctement votre système, c'est pas la peine d'essayer de le publier. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à tous les coups, clairement, aux gens qui viennent à votre table ou aux gens qui vont être capables ensuite de le mener sans vous, parce que c'est ça l'enjeu principal, il va falloir retravailler sur la transmission. Et là j'arrête et on passe aux questions. Juste une petite remarque sur le playtest, parce que tu parles justement de transmission du moment où d'autres personnes que les gens qui ont participé au processus créatif vont jouer. Je participe pas mal à des tables de playtest pour des jeux de plateau, notamment pour vos productions, qui sont comme ça, je fais tout ce qu'ils Et il y a un truc qu'on voit souvent dans le jeu de société, qu'on voit super rarement, presque jamais dans le jeu de rôle, c'est le playtest en aveugle. Alors qu'est-ce que c'est le playtest en aveugle? Le playtest en aveugle, c'est le créateur du jeu, il reste dans un coin, il dit rien, il pose la boîte sur la table et il fait rentrer les joueurs. Et il regarde. Et il ne répond pas aux questions, et il ne va pas expliquer quoi que ce soit, il va juste voir comment les gens vont manipuler le matos, apprendre les règles, se les expliquer, mettre le jeu en place par eux-mêmes, et il va repérer là les faiblesses, les forces. Simplement, il y a énormément à apprendre effectivement de la culture jeu de plateau pour la transmission des règles, pour les aides de jeu qui permettent d'avoir, en 3 points, on n'a pas besoin d'un PowerPoint, on peut vraiment avoir simplement un encadré sur la feuille de perso, de la même façon que aujourd'hui sur un jeu de plateau aux règles un peu complexes, on a toujours un rappel des règles et éventuellement le rappel des règles ad hoc pour le personnage ou la faction dont on a à la charge, et sans avoir de détails supplémentaires. Au-delà de ce que tu disais sur le playtest en aveugle, le playtest en ludothèque,
très intéressant à faire parce que là, il y a en plus le ludothècaire qui peut servir, si tu veux, de coussin d'amortissement entre les gens qui le connaissent en tant qu'animateur et puis l'auteur qui est dans un coin. Je sais que en tant que développeur de jeu, je trouve que c'est une expérience les plus intéressantes. Tous les MJ ont un écran de jeu avec le résumé des règles. Or, c'est sûrement de tous les joueurs autour de la table celui qui se permet de s'affranchir le plus des règles. Et c'est celui qu'on a le moins besoin, Voilà. lui il a vu le bouquin. Ben ouais. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore trop pressés d'aller dîner, vous pouvez poser des questions, je suis tout oui. J'aurais une question, plus de terminologie en fait. Quand tu parles de système de jeu et de mécanique de jeu, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je me souviens d'un article, je crois que c'était Romaric Briand qui avait posté ça sur Petit Pop, il me semble, où il expliquait que la question de mécanique de jeu, donc tout ce qui était règles, était séparée de la question système de jeu, à savoir comment est-ce qu'on joue réellement à un jeu de rôle. Et c'est une question? C'était un petit peu une question de voir si toi tu vois une Oui. différence entre les deux. Moi je vois une différence entre les trois, dont un truc qui n'a pas été mentionné, qui est la notion de référent de manière beaucoup plus large. Pour moi, alors, c'est une stricte question de vocabulaire encore une fois. On a besoin pour jouer à un jeu de rôle d'un référent sur lequel on se met d'accord. On n'a pas besoin d'un système de jeu pour jouer à un jeu de rôle. On a besoin juste d'un référent sur lequel on est d'accord, et ce référent, ça peut être, si tu veux, ça marche. Si ton personnage sait faire, ça marche. On n'a pas besoin d'un système de jeu à ce moment-là, on a juste besoin d'une liste de ce que mon personnage sait faire. Au passage, cette liste, ça peut être son métier, c'est qu'il est boulanger. Chaque fois que vous voudrez faire un super gâteau, Je ne moque pas vous des savez boulangers, faire. s'il vous plaît. Je ne me moque pas des boulangers. Je suis en train de dire, si c'est son métier, il sait le faire. On peut limiter le système de jeu à ça. Après, vous verrez qu'il y a des marges d'interprétation qui peuvent devenir extrêmement intéressantes. Genre, mon personnage est journaliste, bien entendu qu'il sait baratiner les flics. Il est journaliste. Ça va dépendre du genre de jeu. Ça va dépendre du genre narratif, pour être plus exact. Si on est dans une histoire de journaliste roublard qui va chercher le scoop malgré la résistance des puissants, ça peut parfaitement fonctionner. Et alors après, on a la mécanique de jeu qui est le fonctionnement des règles, la manière dont les choses s'engrènent quand on a des règles, et c'est pas nécessaire d'en avoir tout le temps, et quand on décide de les utiliser, parce que c'est pas nécessaire de les utiliser tout le temps, comment est-ce qu'elles vont s'engrainer pour produire plus d'intérêt et plus de challenge que simplement jette les dés puis on verra bien. Question. Tu dis on parle des genres narratifs. Bon, les genres narratifs ils sont quand même en nombre fini. Je suis pas sûr de ça, mais on peut avoir des sous-genres, il y a toujours toujours un peu d'innovation à la marge, mais c'est quand même pas tous les jours que tu as un nouveau genre narratif qui découle sur l'espace culturel. Viklit. Comment? La Viklit. Oui. Attends, en quoi c'est différent de n'importe quel autre roman? Non, la Bitlit, les romans... Oui, c'est les romans de vampires. Oui. Mais en quoi c'est différent de n'importe quelle autre histoire? Ah ben, c'est un genre qui a ses propres codes. Non, je suis Oui, désolé, mais j'ai à ce développé moment-là- une fascination malsaine pour ce truc-là, mais c'est un genre qui a ses propres codes qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres. C'est un agrégat de plein de trucs. Mais Et c'est plus possiblement un sous-genre narratif. Donc, Oui. effectivement, il y a plein de sous-genres. Ouais. Mais Est-ce que finalement, au bout de quelques décennies d'existence des systèmes de jeu, on n'a pas simplement un best-of à établir en disant, bon, bah, à quoi ça sert de créer des nouveaux systèmes? Je fais avocat du diable, je suis le premier à dire qu'il faut en créer, mais si on suit ton raisonnement, est-ce qu'on n'a pas, par grand genre narratif, 2-3 systèmes qui tournent bien depuis 30 ou 20 ans, et simplement des petits aménagements à faire en fonction de l'espace-temps qu'on a choisi, ou de 3 effets marginaux, et puis basta. Alors j'ai une réponse qui va être en 3 parties. La première partie c'est oui, on n'a pas besoin d'inventer tout le temps des nouveaux systèmes de jeu à partir du moment où il y a déjà un truc qui le fait. Par exemple, c'est pas la peine que vous emmerdiez à inventer la perceuse, quelqu'un l'a déjà fait et ça marche. Si vous voulez faire des trous, de la même manière, si vous voulez passer les 20 prochaines minutes après que quelqu'un a appuyé sur la gâchette à gérer la dispersion des bastos d'une rafale, Cyberpunk le fait très bien, faites ça. Si, par contre,
on commence à considérer l'aspect technique du système de jeu. Notamment le fait que comme on rentre dans de la technique, il peut y avoir un progrès. On va s'appuyer sur les inventions des précédents pour inventer des choses nouvelles qui marchent proportionnellement mieux, ou qui font mieux certains objectifs. Alors ça vaut le coup qu'on est tout le temps en développement technique en système de jeu. Et le troisième aspect, qui est peut-être un peu plus... qui s'éloigne un peu des questions de départ, c'est même si les genres narratifs sont finis, à partir du moment où les sous-genres narratifs sont eux extrêmement nombreux, mais qu'aussi la focalisation qu'on veut donner dans une histoire sur tel ou tel élément du jeu peut être extrêmement variée. Alors si vous jouez des journalistes, c'est important que vous ayez un système ou une mécanique de jeu qui vous permette de savoir quelle va être l'audience de votre article en fonction de la qualité des infos que vous aviez chopées et de la manière dont vous les avez rédigées et publiées. Si vous voulez jouer des politiciens, ça va être extrêmement important qu'on soit capable de gérer vos gains d'intention de vote après un débat public. Et ça peut se faire de manière très simple. On peut dire, tu fais ton jet de baratin, l'autre il en fait un aussi, et celui qui a le plus gros jet de baratin progresse de sa marge de réussite. Oui, il faut qu'on le fasse. Et si on veut lui donner de l'ampleur, alors le système de jeu devrait pouvoir proposer tout un tas d'autres moyens encore plus intéressants que de simplement faire rouler le dé pour pouvoir influencer ça. Il y a un aspect qu'on oublie très souvent dans le jeu, parce qu'on parle souvent d'aléas, parce qu'on utilise beaucoup de dés dans le jeu de rôle, c'est que il ne commence à y avoir de jeu qu'à partir du moment où on a une influence sur l'issue. Sinon, ça s'appelle le loto. Dans un puzzle, tu as une influence sur l'issue. C'est toi qui mets les pièces et tu peux le faire plus ou moins vite, plus ou moins bien, ou à un moment sortir tes ciseaux et décider que tu fais sauter les machins qui font chier. Dans un système de jeu, on devrait pouvoir retrouver tout le temps cette influence du protagoniste, donc en l'occurrence du PJ, et donc du joueur qui est derrière, sur ses chances de réussite. Un jeu d'adresse, c'est un jeu où vous faites gaffe à essayer, par exemple, de foutre votre fléchette dans la cible, et pour ça, vous allez vous donner du mal. Si vous êtes dans un jeu où vous donnez du mal pour faire mieux, pour réfléchir davantage, pour préparer, n'a aucune incidence sur vos chances de réussite, genre, ouais, bah, tu as toujours que 18% de chances de réussite lance les dés, c'est pas un vrai jeu. On est au loto. Mais bon, la plupart des jeux, des systèmes de jeux, ils ont quand même un système d'évolution, puisque en principe, quand on fait du jeu de rôle, c'est souvent les règles sont écrites pour des campagnes, rarement pour des parties solo. Le personnage qui reste progresse. C'est vrai que si au départ il avait peu de chances de donner son coup d'épée, vers la fin les chances ont progressé. Alors que la progression soit intéressante, et que en général, elles le sont sur les cadres de campagne. Je ne parle pas sur des petites parties. Ça dépend beaucoup. Il y a des tas de systèmes de jeu. En fait, la progression du personnage, c'est juste ses capacités augmentent. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de lire une série de romans, comme on joue à une campagne de jeu de rôle. Normalement, dans une série de romans, le personnage, il change. Il ne devient pas juste plus balèze. Ça, c'est du shonen. C'est pas mal non plus, un shonen manga. Enfin, ça, assez vite, ça se répète, quoi. Normalement, un vrai système à mes yeux, un système de progression qui met réellement en valeur la notion de progression dans un système de jeu, c'est un système qui permet au personnage de changer. Il s'aigrit, il vieillit, il perd ses illusions, il acquiert de nouvelles techniques, il oublie ses vieux potes, il devient un salaud. Oui. C'est des éléments qui sont plus facilement, c'est des éléments qui sont plutôt gérés par le joueur qui va rajouter ces éléments-là en dessus du système, non? Enfin, ton personnage va devenir plus meilleur ou moins bon à certains trucs parce que tu as augmenté tes points ou parce que tu as perdu ton bras en combat puis que le système gérait ça. Mais aigri, perdu ses amis, non, perdu ses amis, ça c'est encore un truc, souvent c'est géré par le... Ça dépend. Ça dépend, il y a deux options. Il y a la règle 0, on n'a pas de bonne règle pour le faire, on le fait comme on le sent. On la raconte comme on le sent. Et si on met une règle, il faut qu'elle soit intéressante. On peut faire des règles intéressantes. On pourrait parfaitement avoir un système de jeu où on mesure constamment quel est l'état moral du personnage et ça baisse, ça monte, et des fois il est aigri, et des fois il est triste, et des fois il a la super patate et il s'attaque à un truc qu'il n'aurait jamais fait parce que vraiment ces temps-ci... Mais ça, de nouveau, c'est plutôt le joueur, parce que tu peux avoir, le système peut gérer ça, mais si ton joueur ne le fait pas, par exemple, World of Darkness, il y a un système de santé mentale, disons. Tout à fait, c'est ce genre de choses. Ouais. Mais si,
déjà j'oublie tout le temps de l'utiliser en tant que maître de jeu, et puis en tant que joueur aussi. Et est-ce que tu t'amuses? Oui. Donc c'est que tu n'as pas besoin de cette règle. Je peux revenir quand même là-dessus. Il y a des moyens de le faire de façon intéressante, c'est-à-dire il y a des moyens où justement jouer ou ne pas jouer certains traits de caractéristiques vont te donner des avantages ou pas sur la situation et vont faire changer la fiction. Je pense à un jeu de kung-fu dont j'ai complètement oublié le nom malheureusement. Feng Shui? Non, l'autre. Celui-là, il s'en rappelle. Wushu? Non, le troisième, Weapon of the Gods. Ah oui. Weapon of the Gods. Il est sorti en même temps que Chin ici, et du coup Chin a un peu raflé les parts de marché français. Mais en gros, il y a un système assez intéressant où Par contre, c'est très confidentiel. on peut recevoir ou infliger des conditions mentales. Du genre, t'es amoureux, ou t'es en colère, ou t'es fatigué. Et alors comment ça fonctionne? C'est simplement, joueur, tu es fatigué. Si tu me décris ton personnage en train d'être fatigué, et si tu fais des actions qu'un personnage fatigué peut faire, t'as un bonus. Ou tu es amoureux. À chaque fois que tu vas mettre tes intérêts de côté, en privilégiant les intérêts de la personne que tu aimes, tu gagnes un texte. Mais de nouveau, on retombe sur les vices et vertus du monde des ténèbres que personne ne joue jamais. Non, parce qu'elles sont automatiques là, il n'y a pas de question de choix. Ici, t'as un Mais choix. parce que ton joueur doit jouer. Alors, Parce que si ton joueur n'en a rien à battre et continue à jouer Bob comme étant Bob, alors il pas triche, fatigué. il triche exactement de la même manière que s'il avait récupéré ses dés pour les remettre sur le dé 20, sur la phase 20. C'est exactement le même principe. S'il y a des règles et qu'on décide de les appliquer, il faut que tout le monde les respecte, sinon ça va pas être, on ne va pas jouer au même jeu. Ça s'appelle tricher. C'est pas forcément grave de laisser une règle de côté, il faut juste que ce soit dit. Si tu dis, moi je mène le monde des ténèbres sans utiliser les points d'humanité, c'est ton droit le plus strict, tu préviens les joueurs et s'ils sont tous d'accord, hop, ça saute. Si par contre vous décidez de les utiliser, utilisez-les vraiment et tâchez de voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec. Parce qu'en réalité, on peut faire des trucs intéressants avec. Bon, je vais faire juste mon petit fasciste de service. Je vais laisser la parole à Olivier, ça sera pour une dernière question. Après, ça sera le tour de Jérôme pour la dernière présentation de cette conférence. Si tu acceptes une question adressée au Jérôme Larrey qui est en toi. Jérôme Jérôme dit souvent que, en fait, au lieu de rajouter une règle, parfois il préfère écrire deux, trois pages de conseils de maîtrise. Est-ce que pour toi, les conseils de maîtrise sont partie intégrante, si tu veux, du système de jeu, du moteur, au sens où ils amèneraient effectivement ce que tu donnais comme alternative à la règle 0, mais de façon peut-être un peu moins durcie qu'une règle disant voilà, faites ceci ou cela en termes de procédure. Tout dépend de ce que tu appelles les conseils de maîtrise. Les conseils de maîtrise, typiquement dans Tenga, sur les règles de création de groupe. Alors, Jérôme, lui, a tendance à intégrer ça dans les règles, et c'est quelque chose que je rejoins parfaitement. C'est-à-dire cette notion que lorsque vous avez un système de jeu, vous avez un outil. Généralement, quand vous achetez une perceuse, on vous file une notice avec. Quand je vous parlais de transmission tout à l'heure, c'est ça. Un jeu de rôle, système de jeu de rôle, il doit être fourni avec la notice. Et cette notice, elle devrait préciser, n'utilisez pas cette perceuse sous l'eau, ça ne va pas marcher et vous risquez de vous électrocuter. Un système de jeu, il devrait dire, si vous laissez par exemple tomber les règles d'humanité, ce sera vachement moins intéressant parce que vos personnages seront moins souvent troublés. S'ils n'utilisent pas leurs désavantages, alors à ce moment-là, ils perdent de leur épaisseur. Ça devrait être marqué. Je signale que dans le monde des ténèbres, c'est marqué. Dans Pandragon aussi. C'est marqué dans plein de jeux. L'usage qu'on fait des règles devrait être précisé dans un système de jeu. Ça fait partie du système de jeu. De la même manière que le manuel de la perceuse fait partie de la perceuse. Bon, la plupart des perceuses sont assez simples, mais les précautions d'usage, ça fait partie de l'usage du truc. Par contre, pour moi, il y a une limite à ça qui est que il y a des cas où vous pouvez parfaitement ouvrir très largement le spectre du possible en disant à vos joueurs, ça, vous avez plusieurs moyens de le faire, vous pouvez utiliser telle règle, vous pouvez utiliser pas de règle du tout, vous pouvez utiliser la règle avancée qui est plus complexe et qui produit d'autres effets qui sont intéressants. Et il devrait y avoir souvent, à mes yeux, au début d'un système de jeu, une explication de pourquoi ce système de jeu fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est-à-dire, on a une vraie note d'intention, et c'est normalement à partir de cette note d'intention que vous devriez pouvoir évaluer votre système de jeu.
Par exemple, si quelqu'un a écrit au début de Warhammer, ça va être un jeu où les combats vont être tactiques et bondissants, ce type-là, il devrait avoir honte et pleurer dans son coin. Mais il aurait dû l'écrire. Il aurait dû dire, c'est ça que je veux faire. Il y a un jeu qui s'appelle Godlike, qui est un jeu de Greg Stolze, qui est un peu difficile à prononcer, où les premières pages, c'est un truc qu'il a commencé à faire depuis de manière très régulière, il n'est plus le seul à le faire. Il a 6 pages au départ qui expliquent comment est-ce qu'il a monté le jeu, pourquoi est-ce qu'il a monté le jeu, quel est le modèle statistique qu'il a utilisé puisqu'il a décidé d'avoir de l'aléatoire avec des dés qui aura donc des statistiques, pourquoi est-ce que telle règle fonctionne comme ça, et quelle est l'intention réelle sur la règle sur la trouille. Voilà. Qu'est-ce qu'on espère faire avec? En l'occurrence, densifier des situations militaires où on va avoir vraiment peur, d'un seul coup ça va devenir des situations humaines. Ça devrait être fourni avec un jeu de rôle. Par contre, pour moi, les conseils aux meneurs de jeu, c'est quelque chose d'encore plus large, puisqu'un jeu de rôle complet, il contient un univers, il contient des scénars. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais pour moi, un jeu de rôle complet contient des scénars, sinon, il n'est pas complet. Et il y a dans ces aspects-là, dans les aspects narratifs, dans les aspects scénaristiques, dans les aspects conception de votre propre part du jeu, des tas de choses qui, à mon avis, n'ont pas besoin d'être inclus dans un système de jeu. Alors que par contre, le manuel de base, qu'est-ce que ça fout, comment ça le fait, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec, ça devrait être par contre noir sur blanc. Ça fait partie du manuel d'usage. Merci Sébastien. Maintenant, laissez la